Aujourd'hui, on va parler des small caps, on va parler également de Qualis. Alors à la base, je voulais faire qu'une vidéo sur Qualis et les résultats du Q3 2024, mais je me suis aperçu que la vidéo elle allait durer peut-être 10-15 minutes, donc ça allait pas être, vu qu'il n'y a pas grand chose qui a changé, surtout avec depuis l'analyse que j'ai faite. Donc on va aussi parler des small caps et pourquoi en ce moment c'est intéressant d'investir dans les small caps, d'aller chercher des petites pépites pour vraiment augmenter la performance sans forcément augmenter derrière votre risque. Et on va détailler tout ça. Il y a beaucoup d'études. Alors je voulais faire, si j'avais mis toutes les études possibles, j'aurais fait une vidéo de 2 heures. Mais vraiment là, je vais essayer de synthétiser en vraiment 4-5 points qui sont vraiment importants à comprendre pour les small caps. Et puis on va commencer maintenant, donc let's go. Aussi, juste avant de commencer, je voulais vous prévenir qu'on a ouvert aussi des créneaux avec Joe donc pour l'académie. Donc on a ouvert quelques créneaux là en novembre, et en fonction de quand vous regardez cette vidéo, il y aura à mon avis plusieurs créneaux ouverts en fonction de justement nos disponibilités, donc ça peut varier, hein. Donc c'est pour ça, allez faire un tour si jamais ça vous intéresse. Et donc voilà, donc si vous souhaitez commencer à investir en bourse, si vous souhaitez avoir un portefeuille, construire un portefeuille de stock picking, que ce soit de small cap, de mid cap, de large cap, peu importe, ou même un portefeuille d'ETF, n'hésitez pas à prendre un appel, on fera un audit de votre situation et on verra si on sera capable de vous accompagner. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description, et puis nous on passe à ce qui nous intéresse. Ok, donc pour ce qui est des small caps, donc on va séparer ça en 5 points, vous allez voir ça va vraiment être super intéressant. Donc on va voir les small cap value de 1964, les performances de 1964 à 2017, on va voir l'écart de rentabilité par rapport au large cap. Ensuite on verra l'impact des facteurs d'investissement par rapport au large cap, donc là les facteurs d'investissement ça va être tout ce qui est quality, value, momentum, etc. etc. Ensuite on verra comment se comportent les small cap pendant les marchés baissiers, et ensuite la valorisation des small cap par rapport au large cap, parce qu'en ce moment on va voir que c'est vraiment abusé, hein, c'est vraiment très très intéressant. Et donc voilà, donc pour ce qui est des small cap value de 1964 à 2017. Donc là, on a un graphique qui nous montre, alors je vais mettre en plus large. On a de 1964 à 2017, donc là, les small cap qui ont été séparés en 10 déciles. Donc en gros, les 10% les plus performantes jusqu'aux 10% les moins performantes. Et en fait, on observe que les plus performants, donc les small cap les plus performantes, ce sont les petites capitalisations en fait qui sont value, en fait, qui sont value, qui ont des ratios de valorisation qui sont faibles. Et donc là, on observe que, donc déjà, on voit que donc les small cap stocks ont eu une performance de 1964 à 2017 d'environ 12,1% par an. Et là, en fait, on a l'écart, donc l'excess return, donc en gros, le rendement supplémentaire par rapport à la moyenne des small caps. En fait, on voit que de 1964 à 2017, celles qui sont le plus value, donc le décile numéro 1, donc vraiment les small cap value pures, celles qui ont les ratios de valorisation les plus bas, on est à 5,1% de plus que les small cap globales. Donc en fait, on est à quasiment 17%, on est à plus de 17% de performance, ce qui est vraiment énorme. Et en fait, on observe que quand on diminue, plus on va vers le décile le plus de 10. Donc plus on va aller vers les small caps qui sont de croissance et pas value, donc qui ont des ratios de valorisation forts, plus on va remarquer des rendements qui sont plus faibles par rapport à la moyenne des small caps. Donc ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que les small cap value surperforment la moyenne des small cap et surperforment encore plus les small cap dits de croissance. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une étude vraiment très intéressante. Et en gros, ça a été repris. Donc l'étude, de toute façon, je le mettrai en description, mais toutes les études qu'on va voir là quasiment toutes les études, je me base vraiment sur une grosse étude qui a été faite par un fonds d'investissement qui s'appelle, c'était le O'Shaughnessy Asset Management. Donc en gros, c'est un investisseur, James O'Shaughnessy. D'ailleurs, c'est lui qui a écrit le livre. Alors je me rappelle plus comment il s'appelle. Voilà, c'est ce livre-là. Donc ceux qui marchent à Wall Street, c'est vraiment un gros pavé, mais je vous conseille vraiment de le lire. Il y a beaucoup d'études qui sont à l'intérieur, et il y a aussi pas mal de stratégies qui sont expliquées et qui montrent en fait que le value, c'est vraiment une stratégie qui est très performante à long terme, qui a performé pendant des années et qui continue de performer en fait quand on applique vraiment cette stratégie avec bon sens et bien, tout simplement de la bonne manière. On peut trouver vraiment des entreprises qui vont surperformer largement le marché. Et donc ça, c'est vraiment je vous conseille vraiment d'aller lire ce livre si vous vous intéressez au stock picking. Et toute cette étude, toute cette vidéo va être basée sur une grosse étude qui a été menée par ce fonds. Donc c'est cette étude-là. Je la mettrai de toute façon en description. Donc là on a le PDF et on a plein de graphiques qui nous montrent différentes comment dire, à quel point les small cap value sont surperformantes sur le long terme. Et si je reprends rapidement où on en était, en fait, là on a j'ai juste en dessous un graphique. Alors ça vient pas de cette étude. Mais en gros, ça montre la variation, la cyclicité plutôt, du value et de la stratégie value et de la stratégie de croissance. Donc
En gros, il y a vraiment deux stratégies. J'avais fait une vidéo, je crois que c'était ma première vidéo d'ailleurs sur la chaîne, ou la deuxième, je sais plus. Je crois que c'était la première, où je détaillais en fait les deux, vraiment les deux grosses stratégies qui sont mises en avant sur les marchés financiers. On a la stratégie à la fois value et la stratégie de croissance. Alors après, il y a plein de stratégies qui sont venues, qui sont arrivées, notamment le quality, le momentum, etc. Mais à la base, il y a vraiment deux grosses stratégies. Soit on investit dans des sociétés qui sont fortement valorisées et qui ont une croissance prévisionnelle qui est forte, soit on investit dans des sociétés qui sont décotées et le value à long terme surperforme la croissance. Mais derrière, faut savoir qu'il y a quand même une cyclicité, c'est-à-dire que ces dernières années, notamment depuis 2008-2009, on voit que c'est la stratégie de croissance qui s'est fortement qui a largement surperformé en fait la stratégie value, et ça c'est notamment quand on voit la concentration du marché qui a fortement tendance à augmenter ces dernières années avec toutes les GAFAM, etc., enfin toutes les grosses entreprises, toutes les grosses boîtes tech américaines qui sont des sociétés de croissance. Mais on peut voir par exemple que entre 2000 et 2007, 2007-2008, on avait le value qui a largement surperformé. Donc on voit qu'il y a quand même une cyclicité, et le but c'est pas de prévoir finalement quand est-ce que le value va marcher ou quand est-ce que la croissance va marcher, mais plutôt d'avoir des sociétés. En fait, ça c'est un peu, moi j'aime beaucoup la philosophie de Terry Smith à ce sujet, qui est vraiment très simple. C'est acheter des entreprises de qualité qui sont à un bon prix. Et donc en fait, n'importe quel investisseur, j'en étais venu à la conclusion qu'en fait, dans la première vidéo, enfin après c'est pas ce sujet, vraiment aller straight to the point pour vraiment ne pas, passer à ce qui nous intéresse. Mais en gros, c'est acheter des entreprises de qualité, les payer à un bon prix. Et en fait, tout investisseur rationnel fait du value en fait, parce qu'on va pas acheter des entreprises qui sont trop chères par rapport à ce qu'elles valent. Et en fait, donc c'est quand même c'est quand même le but premier de l'investisseur, l'objectif premier de l'investisseur. Et donc là, on a dans cette étude, en gros, j'ai mis la traduction directement. Il existe de nombreuses données montrant la surperformance des actions plus petites, donc des small cap value, et moins chères sur le long terme. Le graphique ci-dessous illustre le rendement excédentaire annualisé des actions à petite capitalisation au sein de chaque décile de valeur, et donc mesuré en fonction de leur bon marché. Donc c'est pour ça que le décile 1, ça représente les sociétés qui sont vraiment très peu chères, et plus on va vers le décile 10, plus on va vers les entreprises qui sont plus chères, les small caps qui sont plus chères, qui ont des ratios de valorisation qui sont plus élevés. Et donc à l'extrême gauche, on a les actions les moins chères qui ont généré un rendement excédentaire annualisé de 5,1% sur les 54 ans de l'étude, donc c'est quand même énorme, tandis que les actions les plus chères de l'extrême droite ont eu une performance, un rendement qui a été annualisé de moins 11% par rapport au rendement global. Donc c'est carrément, en fait, si on a un rendement global de 12,1%, on a quasiment 1% en fait de performance annuelle pour les stratégies, la stratégie de croissance sur les small caps. Cela dit, bien qu'il puisse y avoir une opportunité historique pour les entreprises à petite capitalisation, dans leur ensemble, les actions de valeur à petite capitalisation sont particulièrement attrayantes, pardon. Et donc voilà, donc vraiment focaliser, moi en ce moment je me focalise vraiment sur les small cap value, parce que on a, en fait c'est la stratégie, quand on regarde vraiment sur une échelle de temps qui est très long terme, c'est une stratégie qui est très très performante. Ensuite, ce qu'on va observer, écoutez bien, ça va être l'écart de rentabilité par rapport au large cap. Et là donc en fait on a une étude qui nous montre, donc pareil, toujours la même étude, donc c'est toujours à peu près sur la même échelle de temps. On est sur en fait les rendements excessifs, donc le rendement supplémentaire par rapport au large cap des small cap qui ont des earnings yield plus ou moins élevés. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est? Donc je vais bien détailler ce graphique-là. Donc là, sur l'échelle l'échelle, on va dire horizontale, on a ce qu'on appelle les earnings yield. Donc qu'est-ce que c'est que les earnings yield? Ça va simplement être l'inverse du PER. Donc le PER, qu'est-ce que c'est? C'est price earning ratio, donc capitalisation sur les bénéfices. Donc plus ce ratio est élevé, plus vous payez cher les bénéfices des entreprises, et donc plus une entreprise est considérée comme surévaluée, et moins vous payez cher, plus le ratio est bas, plus vous allez payer peu cher l'entreprise, donc moins vous allez payer cher. En fait, l'earnings yield, c'est simplement l'inverse. C'est bénéfice sur capitalisation. Donc là, c'était capitalisation sur bénéfice. Là, c'est vraiment l'inverse. Et donc, c'est en gros le rendement sur bénéfice. Ça va être les bénéfices que l'entreprise va générer par rapport à la capitalisation, donc par rapport au prix que vous payez, le cours en fait de l'entreprise. Et donc plus ce ratio, plus le rendement sur bénéfice va être élevé, plus l'earnings yield va être élevé, plus le ratio le PER va être faible. En fait, c'est simplement l'inverse. Et donc plus il est élevé, plus l'earnings yield est élevé, plus l'entreprise a un rendement élevé à l'instant T, et donc plus elle est considérée comme sous-évaluée. Et là, ce qu'on observe, c'est que donc là, c'est en gros, donc sur l'échelle verticale, on a le average annualized. Désolé pour l'accent anglais. Je vais peut-être la faire en français, ça va être mieux. Mais en gros, le revenu, le rendement moyen, la rentabilité moyenne excessive par rapport au large cap, c'est 10 prochaines années, les 10 années suivantes. Et ce qu'on observe, c'est que donc les small cap, les 10 années suivantes, celles qui sont à des valorisations les plus basses, les 10 années suivantes, elles vont dégager un rendement qui est
qui est largement supérieur au large cap. Et plus, en gros, on observe que plus l'earnings yield est élevé, donc plus la valorisation des small cap est faible, plus ce rendement excessif, plus ce rendement supplémentaire va être élevé. Et là, en l'occurrence, on voit que les entreprises qui avaient un comment dire, un earnings yield, donc en gros un rendement sur bénéfice de supérieur à 21 ou de 18 à 21, de 15 à 18, etc. Donc qui étaient vraiment sur des ratios de valorisation qui étaient très faibles. Et on voit qu'elles ont dégagé 13,8%, 16,8% ou même 8,1% de performance supplémentaire par rapport au large cap. Donc ça, c'est vraiment par rapport au large cap. Et c'est les large cap de croissance. Donc là, on compare les small cap value, donc les petites capitalisations boursières sous-évaluées, à des large cap, donc des grosses capitalisations qui sont de croissance. Et on observe que la rentabilité est vraiment monstrueuse. Et c'est la rentabilité qui est excessive. Et là, ce qu'on observe, donc là, on observe, donc ça, en gros, c'est la même étude, sauf que là, c'est plus la rentabilité excessive, mais c'est la rentabilité globale. Donc c'est la rentabilité totale des small cap. Et on voit que pour celles qui ont eu un rendement qui était très très élevé, donc supérieur à 21%, un rendement sur bénéfice supérieur à 21%, ou même de 18 à 21, 15 à 18, etc. On était sur des rentabilités excessives, enfin des rentabilités totales sur ces 10 prochaines années de plus de 20% par an en moyenne. Donc c'est vraiment énorme. En fait, c'est vraiment exceptionnel, mais ça concerne, en fait, on voit, que ce soit ici ou là, ça concerne vraiment une minorité d'observations. On voit que là, pour le coup, ça concerne moins de 1% des observations, ce qui fait que ce sont quand même des sociétés qui sont, enfin, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, qui versent, qui ont un rendement sur bénéfice très élevé. Il faut savoir justement saisir, dénicher ces small caps, dénicher ces opportunités. Et ça, forcément, c'est ce qui est le plus difficile. Il faut les trouver, etc. Ça prend du temps. Mais une fois qu'on les a trouvés, une fois qu'on les a bien analysés, on peut obtenir une performance qui est vraiment exceptionnelle sur le long terme. Et donc voilà. Et là, dans l'étude, il précise bien d'ailleurs que c'est très important que voilà, donc bien que les actions de petite capitalisation, donc value, donc les small cap value, aient un long historique de surperformance significative, il est important de souligner que les investisseurs ne devraient pas simplement acheter le décile le moins cher des petites capitalisations, donc les petites actions. Il ne faut pas seulement se baser sur le value, il faut aussi se baser, entre autres, ce qu'il dit, c'est se baser aussi sur la qualité. Donc en gros, je vais retrouver, donc où est-ce qu'on était ? Voilà, en raison de leur taille, les entreprises de petite capitalisation sont généralement plus vulnérables aux chocs économiques comme celui auquel nous faisons face actuellement. Donc là, c'était, je sais plus quand est-ce qu'elle a été menée l'étude, mais en achetant simplement le groupe le moins cher d'actions de petite capitalisation, il n'y a aucune protection qui met les investisseurs à l'abri des entreprises instables, mal préparées face à un ralentissement économique. Et en gros, ce qu'il dit, c'est, après on va y venir justement, c'est que il faut aussi regarder la qualité de l'entreprise. La qualité, j'ai résumé ça en quelques points. Donc la croissance du chiffre d'affaires, la croissance des bénéfices, la croissance du free cash flow, la rentabilité du capital, donc le ROCE, tout ce qui est ROIC, ROE, etc., le modèle d'affaires, est-ce qu'il est résilient, est-ce que son produit service se vend en temps de crise, ce genre de choses en fait, et ce qui est donc en fait relatif au business model et la manière dont l'entreprise crée de la valeur. Et ensuite, on a aussi l'alignement, bien évidemment, avec les actionnaires, donc le skin in the game, le fait que le PDG, que la direction possède des parts de l'entreprise. On a aussi donc la vision long terme, etc., etc. Et donc voilà. Donc ça, c'est aussi très important, et c'est bien d'ailleurs qu'ils le précisent dans leur étude, parce que le but, c'est pas d'acheter du value parce que c'est du value, mais c'est aussi d'acheter du value qu'on souhaite détenir sur le long terme pour justement obtenir un meilleur rendement et aussi être plus résilient en temps de crise. Le but, c'est d'augmenter notre notre performance, mais c'est aussi de bien gérer et de bien diminuer correctement notre risque en tant qu'investisseur. Ensuite, on va avoir donc l'impact des facteurs d'investissement par rapport au large cap. Et là, en fait, la citation que j'ai prise juste ici, en fait, elle correspondait plutôt à ce graphique-là, donc ce graphique où on voit en fait l'efficacité des facteurs d'investissement. Donc ça va être le value, le momentum, on a aussi la santé financière et on a aussi la croissance et le quality. Et là en fait on retrouve la performance qu'on avait au tout début, là où on avait les 5%, 5,1% excédentaires pour les small cap value, et en gris en fait ça va être les large cap, les large cap en gris ça va être les large cap, et en bleu ciel ça va être les small. Et ce qu'on pourrait se dire, c'est justement de prendre que du value, faire que du value pur, parce que c'est ça qui marche très bien et qui finalement nous octroie la meilleure performance. Mais en fait, et ça c'est une autre on va dire conclusion qui a été tirée de l'étude, c'est que donc il existe des modèles populaires dans l'histoire de la finance, qui est donc appelé le modèle Kindleberger-Minsky, qui stipule que le cycle de fraude est en retard par rapport au cycle de marché. Donc c'est pour ça qu'en fait faut la conclusion de tout ça, ça va être c'est certes important d'avoir du value, c'est ce qui va nous permettre de surperformer le marché, mais c'est aussi important d'avoir de la qualité pour justement ne pas être
soumis à ce risque de fraude notamment, et même à on va dire lorsque le value, comment dire, enfin lorsque tout le marché chute, bah, les entreprises value aussi elles vont chuter. Enfin, c'est les entreprises value qui ne sont pas de qualité, et parce que on se rend compte que finalement leur modèle économique ou la qualité de leurs bénéfices n'est pas forcément très bonne par rapport à des entreprises qui sont plus quality. Et donc voilà, donc en fait, donc si je reprends ici, donc en d'autres termes, les fraudes, et donc là il parle principalement de fraude, et les mauvaises entreprises ne sont généralement pas exposées tant que les marchés ne chutent pas et que les investisseurs ne deviennent pas plus sceptiques et prudents. Donc ça c'est pour ça en fait, parce que lorsqu'on a un marché qui chute, tout le monde commence, certes il y a une panique générale, mais il y a aussi comment dire, une espèce d'équilibre qui se refait, surtout quand certaines entreprises sont surévaluées, d'autres sont sous-évaluées, il y a un équilibre qui se refait, et les entreprises finalement qui sont moins intéressantes, c'est là où tout le capital va sortir, et le capital va se déplacer vers les entreprises qui sont plus intéressantes. Et c'est pour ça qu'il faut certes avoir du value, parce que les entreprises elles sont sous-valorisées, mais à côté c'est aussi important d'avoir un business model qui est de qualité, une qualité des bénéfices qui est bonne, et aussi finalement avoir tous les autres facteurs. C'est bien d'avoir de la qualité, c'est bien d'avoir du value, mais c'est aussi bien d'avoir un peu de croissance. Il faut avoir de la croissance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les critères de qualité, c'est aussi le fait d'acheter des entreprises qui ont un bon modèle d'affaires, qui ont une croissance de leur chiffre d'affaires, etc., etc. Et donc voilà. Donc si je continue, notamment voilà le fiasco tristement célèbre de durant la bulle internet, on avait le scandale de la pyramide de Ponzi de Bernie Madoff pendant aussi la crise financière, et donc on a fait aussi tout un tas de dot-com là, les entreprises qui avaient qui avaient un point .com entre guillemets, qui ne faisaient pas de bénéfices, et finalement quand le marché a chuté, et on a tout un tas de boîtes d'entreprises qui se sont fait sabrer par le marché, et parce qu'en fait elles faisaient pas de bénéfices tout simplement. Et d'ailleurs ce qu'on remarque aussi, c'est qu'en fait les petites capitalisations, donc les small cap, elles ont un effet qui est plus fort. C'est-à-dire que par exemple sur le value, le momentum, la santé financière, etc., on voit que ce soit à la hausse ou à la baisse, à chaque fois, la small cap ont un effet qui est plus fort, et les large cap, elles ont un effet qui est plus modéré. Et d'ailleurs, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit que les petites, donc le lowest décile, c'était les 10% des sociétés les plus surévaluées. Ça, c'est seulement pour le value, en fait, c'est seulement pour le value. Donc, et le highest décile, ça va être les 10% des sociétés qui sont les plus sous-évaluées. Mais ça va être le value, le momentum, ça va être le décile, le premier décile, ça va être les 10% des sociétés qui ont le plus de momentum, et le dernier décile, ça va être les 10% des sociétés qui ont le moins de momentum. C'est pareil pour la santé financière, c'est pareil pour la croissance, et c'est pareil pour la qualité. Mais et d'où l'importance justement d'avoir des small caps en portefeuille. Donc ça permet d'augmenter la performance, mais aussi c'est bien de combiner plusieurs facteurs, notamment la qualité, le value, et aussi notamment la croissance. Comme ça permet aussi de réduire la volatilité, parce que le value, comme on peut le voir de manière générale, les small caps elles sont beaucoup plus volatiles, donc autant combiner beaucoup plus de facteurs justement pour avoir une volatilité qui est réduite due à la qualité du business de manière générale. Et ensuite on a un point qui nous a été souligné aussi, donc c'est pertinent pour les investisseurs, car les baisses de marché créent simultanément des opportunités historiques d'acheter à des actions à des prix plus bas, mais augmentent également les risques, car les entreprises ayant une comptabilité douteuse avec des modèles économiques fragiles sont exposées. Le premier trimestre, donc ça c'est un exemple, je vous montrerai l'étude juste après parce elle est pas je l'ai pas mis dans la mind map, mais le premier trimestre de 2020 en a donné un aperçu avant que la baisse ne commence le 19 février, alors que les marchés étaient en hausse et que le sentiment était élevé. Les entreprises se trouvant dans le décile le plus bas de nos mesures de qualité ont surperformé le marché. Cependant, lorsque les marchés ont chuté, ces entreprises de faible qualité ont nettement sous-performé, car les investisseurs ont cherché refuge auprès des entreprises ayant une solidité financière et une croissance des bénéfices solides. Et donc ça, on l'observe directement dans l'étude, donc c'est pas non plus on va dire, on ne voit pas du premier coup d'œil, mais ce qu'on voit, c'est que là c'était avant la crise et ça c'était après la crise, et on voit que là les entreprises celles qui étaient en meilleure santé financière, elles n'avaient pas de beaucoup de performance. Les entreprises qui avaient des qualité des bénéfices, des entreprises de qualité en fait, elles n'avaient pas non plus beaucoup de performance. Mais par contre, pendant la crise, en fait, ce sont les entreprises qui avaient une meilleure santé financière, donc pas de dette, ce genre de choses, pas de dette, beaucoup de liquidités, etc., qui ont surperformé parce que les investisseurs justement ils ont basculé les capitaux. Ça c'est, moi j'aime bien reporter la loi de Lavoisier en physique. Sur les marchés financiers, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Là, c'est un peu la même chose. Les capitaux, ils bougent, tout est mobile en fait, tout bouge, et les capitaux se déplacent. Et en fait, lorsqu'il y a une crise, les investisseurs vont vont vendre les actifs qui sont entre guillemets risqués, donc ceux qui n'ont pas forcément une qualité des bénéfices, ceux qui n'ont pas forcément une bonne santé financière, et ils vont se placer sur des sociétés qui vont être plus en bonne santé financièrement, etc., etc. Donc pour le coup, je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait l'étude, parce que c'est vrai que quand on regarde la qualité des bénéfices après la crise, durant la crise, en fait, on voit que
Il y a aussi une chute des entreprises qui sont soi-disant de qualité. Par contre, c'est très clairement visible en fait sur la santé financière, où on voit très clairement que c'est les entreprises qui sont dans la meilleure santé financière, qui ont une bonne santé financière, qui ont vraiment très bien performé par rapport à la période pré-crise, donc avant la crise Covid, quoi. Ensuite, maintenant, on va voir les small caps pendant les marchés baissiers. Donc, comment elles se comportent. Là, en fait, on a un graphique qui met donc en évidence la performance des actions de grande capitalisation, donc les large caps, et les petites capitalisations, donc en bleu. Et après leur pire mois et trimestre. Donc là, pour le graphique de gauche, ça va être les pires mois, donc les 25 pires mois, donc c'est une moyenne depuis 1926, et les 25 pires trimestres donc depuis 1926, pareil pour le graphique à droite. Et en fait, on observe que dans le mois, on a une performance qui est beaucoup plus faible des small caps. Donc vraiment, ça chute fort. On voit que c'est moins 22%, moins 22,7% pour les small caps et moins 14,2% pour les large caps. Mais par contre, sur le long terme, 1 an plus tard, 3 ans plus tard, 5 ans plus tard et 10 ans plus tard, les small caps surperforment. Elles rebondissent beaucoup plus vite. Et en fait, durant les crises, les small caps sont vraiment très intéressantes parce que souvent, on va avoir une panique au niveau, en fait, ça s'explique très simplement, c'est que les investisseurs vont préférer retirer leurs billes des small caps, donc qui sont considérés un peu plus comme plus risqués, on va dire, par rapport aux large caps qui sont parfois beaucoup plus implantés, etc., qui ont souvent plus de moats, donc d'avantages concurrentiels. Et donc les small caps vont être retirés. Enfin, il y a beaucoup d'argent de capitaux qui va partir des small caps pour aller justement dans les grosses capitalisations, dans des bons du trésor, dans d'autres classes d'actifs, peu importe. Mais en tout cas, les small caps sont vraiment durant les crises, les entreprises sur lesquelles on fuit en fait en premier, et c'est là que on peut vraiment avoir de superbes opportunités parce que elles chutent fortement, et donc on peut se retrouver avec on peut se retrouver avec des superbes boîtes, des superbes small caps qui se vendent très clairement une bouchée de pain sur le marché. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Et en fait, donc on voit voilà que sur le long terme, sur le court terme, donc sur le mois ou même sur le quarter, quand on regarde le graphique de droite, on voit qu'on est largement perdant. Mais par contre sur le long terme, on voit qu'on dégage un différentiel de performance qui est largement supérieur, et donc voilà, donc ça c'est vraiment voilà, donc c'est 10 prochaines années, et c'est par rapport au plus haut, je crois que c'est par rapport au plus haut, donc voilà, donc c'est vraiment là on voit très clairement un spread, un écart qui est important entre les small caps et les large caps, justement en période de crise. Et là on a justement donc le petit commentaire que nous dit cette étude, c'est que voilà, de temps en temps des opportunités se présentent, peut-être seulement 2 à 3 fois dans la carrière d'un investisseur, généralement autour d'un marché baissier ou d'une récession. Donc c'est vrai, de manière générale, un investisseur dans sa carrière il connaît voilà 2-3 grosses crises, on va dire, et à la lumière du récent marché baissier, donc là il parle du marché baissier 2020, donc voilà, la crise Covid, en fait, ces chiffres suggèrent qu'une opportunité historique pourrait se former dans les actions de petite capitalisation, et on verra justement juste après la valorisation des petites capitalisations par rapport au large cap qui est très attrayante. Cependant, les actions à petite capitalisation font partie des actifs les plus performants après les marchés baissiers, comme le montrent les données ci-dessous, donc justement les graphiques là. Les small caps sont généralement les moins performantes lorsque les marchés chutent à court terme, mais lorsque on regarde sur une échelle de temps plus longue, elles surperforment considérablement lorsque les marchés se redressent, et ce graphique illustre les rendements futurs moyens pour les 25 mois et trimestres les plus bas pour les entreprises de petite capitalisation, et donc l'avantage relatif des actions à petite capitalisation après déclin du marché est justement évident. Et là maintenant je vous montre un dernier graphique qui est donc la valorisation des small caps par rapport aux large caps. Et là donc qu'est-ce qu'on a? On a donc la valorisation des small caps qui est représentée par le S&P Small Cap 600, donc exclusivement aux US, et on a à côté le MSCI USA, donc voilà, le MSCI USA qui représente à peu près les grosses capitalisations, il y a pas, je crois pas qu'il y ait de petites capitalisations, il y en a pas du tout, même de mid cap il y en a pas du tout, il y a vraiment essentiellement des grosses capitalisations. Et là en fait on a divisé depuis 1973 jusqu'à 2023-24 là actuellement le PER des entreprises du S&P 600, du S&P Small Cap 600, par le PER des entreprises du MSCI US. Et donc là, on observe qu'on est vraiment sur un point bas, c'est-à-dire que les entreprises se négocient à peu près, si on regarde à peu près les graphiques, environ 0,7 fois moins cher que les entreprises, enfin 0,7 fois le PER des entreprises du MSCI US. Donc c'est-à-dire qu'on a à peu près une décote de un peu plus de 30%, ce qui est vraiment énorme. En fait, on est vraiment sur un point bas par rapport aux années 2000. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, on a une cyclicité. On a vraiment, tout est cyclique, et c'est vraiment très c'est cohérent là. Enfin, c'est très évident. On le voit sur le graphique, et que ça fait vraiment des hauts et des bas, et que actuellement, on est vraiment sur des valorisations très intéressantes sur les small caps. Et à côté, je voulais vous montrer alors un graphique qui est pas vraiment de rapport avec la valorisation des small caps, mais ça vous montre concrètement quel est l'impact
des multiples sur la, comment dire, sur la valorisation globale, sur le prix du S&P 500, etc. Et là, en fait, on a donc le S&P 500 depuis, alors c'est très récent, depuis fin 2023 jusque là, septembre 2024. On observe que le S&P 500, il a fait donc une performance à peu près de 20%. Alors c'était jusque le 18-09, donc voilà 18 septembre, de quasiment 20%, mais que ces 20% là ont été amenés certes par plus 10% au niveau des bénéfices, donc les bénéfices ont augmenté de 10%, mais à côté les multiples ont aussi augmenté d'environ 10%, ce qui fait que la performance globale est de 10%. Et donc ça justement, c'est à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la croissance des earnings, donc des bénéfices des sociétés qui fait que le S&P 500 va continuer de monter, et mais d'un autre côté, on a aussi l'augmentation des multiples, et là pour le coup c'est variable, et aujourd'hui on est vraiment sur des multiples qui sont assez élevés, donc voilà pour ça. Et là je le mets, donc voilà, j'ai mis 10%, mais en fait non, c'est 10%, voilà, donc si c'est 10% de la croissance qui provient de la hausse des multiples de valorisation, et 10% voilà de la croissance qui provient de la hausse des bénéfices des sociétés. Donc voilà, donc vraiment en résumé, les small caps aujourd'hui c'est vraiment très intéressant, c'est du pain béni. On a vraiment beaucoup de chance de, entre guillemets, vivre ce moment où on a des small caps qui sont très sous-évalués par rapport au large cap, et donc voilà, donc ça peut créer tout un tas d'opportunités. De toute façon, moi j'aime bien dire que sur les marchés, en réalité il y a toujours des opportunités. Aujourd'hui il y en a beaucoup, justement avec cette montée des prix de toutes les grosses capitalisations aux US qui disent que voilà, il y a pas beaucoup d'opportunités en ce moment. Certes, sur les grosses capitalisations tech aux US, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, mais par contre si vous élargissez votre champ de vision et que vous vous intéressez à d'autres classes d'actifs sur le marché action, vous allez avoir tout un tas d'opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc il suffit de chercher. Donc certes, ça prend du temps au début, mais franchement, aujourd'hui, avec les outils qu'on a, c'est très facile de chercher des boîtes. Donc voilà. Donc en parlant de small cap, on va parler de Qualys aujourd'hui. Donc là, je finis très rapidement avec ça. Donc il y a eu les résultats il y a quelques jours. Donc l'action a bondi de plus 30% en tout. Ils ont eu aussi alors Bloomberg avait annoncé qu'ils avaient une potentielle vente qui était possible en fait sur l'entreprise. Après il y a les dirigeants, ils n'ont pas communiqué là-dessus, ils n'ont pas répondu aux différents commentaires, ils n'ont pas commenté tout ça. Donc voilà, pour l'instant c'est en suspens. En tout cas, j'ai pas vraiment creusé. Après, j'ai pas vu de news par rapport à ça, en tout cas de l'entreprise en elle-même. Donc peut-être que ça arrivera, mais voilà, en tout cas pour ce qui est des résultats, on a donc un chiffre d'affaires qui est en hausse de 8%. Et pourquoi pourquoi l'action a pris 30%, c'est parce que on a simplement battu les prévisions. Pour ce qui est du chiffre d'affaires, on va voir que pour le cash flow c'est différent. Justement, c'est pour ça qu'il faut toujours regarder les résultats et vraiment bien s'informer. Donc certes, le chiffre d'affaires en hausse, et d'ailleurs c'est très bien que le chiffre d'affaires soit en hausse. D'ailleurs ils ont battu les prévisions de très très peu, hein. Je crois que ils voulaient faire 151 millions, voilà, on le voit juste ici. Ils voulaient faire 151 millions de chiffre d'affaires, ils ont fait 154, quasiment 154 millions, et ça a bondi 30%. Enfin, c'est n'importe quoi, hein. Parfois vraiment les marchés, parfois qu'on voit que les résultats, je crois que c'était Visa à un moment donné que j'avais vu les résultats. Le résultat net, il a été inférieur aux estimations de 1%, et l'action, elle a pris moins 5% dans une journée. Parfois, il y a des inefficiences qui sont assez drôles à observer. Mais enfin bref. En tout cas, on voit donc le chiffre d'affaires plus 8%, le résultat opérationnel plus 3%, et le résultat net moins 1%. Et donc voilà. Donc là, pour le coup, pas de croissance du résultat net par rapport au cash flow. Toujours important de regarder le cash flow. On voit qu'on a voilà, une baisse du cash flow. Quand on regarde donc le 2024, donc là c'est pour les 9 mois de l'année, on est sur, par rapport à 2023, sur 196 millions de free cash flow, et sur 2023 on était à 210 millions. Donc pourquoi est-ce qu'on a cette différentiel? Toujours important de regarder un peu ça. On est sur en fait des revenus différés. C'est ça, on est sur des revenus différés qui en fait et aussi des revenus différés, aussi des taxes qui ont été différées. Ce qui fait que en fait quand vous voyez ici on est sur moins 15 millions pardon, et là on voit pareil que des revenus différés, on a été sur 22 millions juste ici en 2023, ce qui fait que là on est à moins 4 millions, donc forcément ça rééquilibre, et quand on rééquilibre à peu près tout, on est quand même sur une croissance qui est normale. Donc voilà, donc en gros les revenus différés, ce sont, pour expliquer très très rapidement, ce sont des revenus qui ont été encaissés par l'entreprise pour lesquels donc les biens et services n'ont pas encore été livrés. Donc ça s'inscrit directement en fait au passif, et c'est des revenus qui ont été
encaissés, donc ils sont pas comptabilisés comme chiffre d'affaires, mais par contre ils ont été encaissés. Donc impact, voilà, j'ai mis juste ici l'impact sur le cash flow. Les revenus différés ont un impact positif sur le cash flow opérationnel. Lorsqu'un client paie à l'avance, cela augmente la trésorerie de l'entreprise, mais comme ce montant n'est pas encore gagné, il est reporté dans les revenus différés, donc directement au passif de l'entreprise. Et ensuite jusqu'à temps que en fait l'entreprise délivre ses biens et services. Et voilà, donc impact sur le compte de résultat. Ils ne sont pas immédiatement reconnus comme des revenus dans le compte de résultat parce que c'est un passif. Ils le sont progressivement transférés en revenus au fur et à mesure que l'entreprise livre ses biens ou services. Donc là aussi, il y a un impact sur le compte de résultat. Mais il faut bien comprendre que voilà, donc quand on rééquilibre, globalement, on a une croissance, très légère croissance sur Qualis, mais en tout cas, voilà, il y a rien de grave. C'est pas une baisse qui est structurelle ou quoi d'autre ou autre. C'est pas, voilà, il y a vraiment rien de grave. Donc ensuite, par rapport aux conférences call, j'ai noté quelques choses qui sont intéressantes. Donc rappelez-vous par rapport à la dernière analyse d'ailleurs, allez voir l'analyse de Qualis pour vraiment comprendre tout ça, etc. Qu'est-ce que c'est que le net dollar expansion rate, tout ça. Donc là, on voit qu'en fait, on s'attendait justement, enfin, on voyait un ralentissement. Donc je vais très résumer rapidement. Donc en gros, le net dollar expansion rate, en gros, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'ARR des clients en fin de période. Donc en gros, les revenus divisé par l'ARR des revenus en début de période. Donc en gros, ça va être les revenus, voilà, les revenus annuels, parce que c'est sous forme d'abonnement. Et pour une base client équivalente. Donc voilà, donc tout ça c'est expliqué de façon dans l'analyse de Qualis, donc allez la voir. Donc en gros, si le taux est supérieur à 100%, l'entreprise arrive à générer des revenus supplémentaires sans avoir de nouveaux clients. Donc les upsells compensent les départs des clients. Et si le taux est égal à 100%, l'entreprise renouvelle parfaitement ses ventes et sa base client existante. Et ils n'ont pas en plus de nouveaux, ils n'ont pas de nouveaux supplémentaires en plus. Donc c'est vraiment pile poil ce qu'il faut. Et si le taux est inférieur à 100%, l'entreprise ne parvient pas à renouveler ses ventes avec sa base client. Donc les upsells ne compensent pas les départs clients. Donc ça c'est quand même important d'avoir un net dollar expansion rate qui soit supérieur à 100% et de le conserver. Et là on voyait qu'on avait un ralentissement. Donc on est en fait on est passé de 100%, enfin de 109% au Q1 2023 à 108, puis 106, 105, 104, 102. Là justement on s'attendait, on voulait savoir comment est-ce que ça allait évoluer. Là on est à 103%. Donc voilà. Donc on n'a pas baissé, donc heureux de le savoir. Et ensuite, on a aussi un upsell avec un client gouvernemental aux US. Et donc Qualis, voilà, a remporté un contrat majeur avec une agence gouvernementale. Ce client, en fait, ils avaient plusieurs solutions de sécurité. Je crois que voilà, ils avaient 5 de ces fournisseurs. Ils ont remplacé les 5 de ces fournisseurs par des modules de Qualis dans un contrat qui a représenté un revenu à 7 chiffres. Et à mon avis, c'est cet upsell là qui a fait que on a eu un net dollar expansion rate qui a augmenté. Et donc voilà. Ensuite, on a l'expansion petit à petit en Australie. Donc Qualis a récemment obtenu la certification IRAP, ce qui signifie que la plateforme est maintenant conforme aux standards de sécurité de conformité pour les plus élevés requis par les agences gouvernementales australiennes. Donc ils vont pouvoir s'étendre géographiquement et pourquoi pas travailler avec des agences australiennes. Donc franchement, très bon, ce quarter a été très bon et ça explique quelque part la hausse qu'on a eu sur l'action. Ensuite, je termine très rapidement avec la valorisation. Donc là, on voit, si je regarde quasiment en fait le free cash flow, on va aller voir ensemble, le free cash flow d'entreprise a légèrement baissé qu'on va voir par quarter. On a quand même une baisse du free cash flow justement dû à tout ce qu'on a eu sur le cash flow que je vous ai dit tout à l'heure. Et quand en fait on revient par rapport aux multiples de valorisation, on a eu une augmentation des multiples. Donc je vais me mettre peut-être directement sur TradingView, ça va être en direct, ça va être beaucoup plus simple. Donc là, augmentation des multiples. Donc, pour rappelez-vous, on était à peu près aux alentours de, je crois que quand j'ai fait la vidéo, on était peut-être aux alentours de 19, 20, je sais pas, quelque chose comme ça. Sûrement 20 par là. Aujourd'hui, on est à 24. Pourquoi? Parce que le free cash flow a baissé. Ce qui fait que, si le free cash flow baisse, ça augmente le multiple. Et aussi que, on a eu le cours de l'action qui a pris combien? Je crois qu'il a pris, quelque chose comme 30%, quelque chose comme ça. Donc là, on est un peu baissé, mais on a pris plus 40% au plus haut. Et là, on a plus 20%. Donc, ce qui fait que, forcément, le multiple du PFCF a augmenté aussi. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui, on est à peu près 24 fois le free cash flow, ce qui reste correct. Après, il faut quand même déduire les stock-based compensation parce qu'ils font des rémunérations en action, faut pas l'oublier. Mais ça reste une entreprise. Donc là, c'était le PFCF vs les concurrents. Donc par rapport aux concurrents, donc c'est celui que j'avais mis en fin septembre. On voyait qu'on vraiment, on était sur des niveaux de valorisation qui étaient les plus faibles du marché. En fait, on était vraiment l'entreprise de cybersécurité la moins chère par rapport aux mêmes tailles, par rapport aux entreprises de même taille. On avait aussi j'ai mis aussi Fortinet, j'ai mis aussi Palo Alto, j'ai mis aussi CrowdStrike et aussi Microsoft, mais par rapport aux autres entreprises, donc notamment ces deux principaux concurrents qui sont Rapid7 et Tenable ont été largement en dessous, alors que Tenable et Rapid7
font pas de bénéfices, quoi. Ils font vraiment pas de bénéfices. Après, ils ont une croissance du chiffre d'affaires qui est bien meilleure. Et ça, cette situation, ça me fait penser. Je fais le parallèle d'ailleurs avec OpenAI. OpenAI, ils ont, je crois, ils font moins 5 milliards de bénéfices, alors que le truc est valorisé à 150 milliards, quoi. D'un point de vue investisseur, c'est vraiment n'importe quoi. On se dit que voilà. Quand on regarde d'un point de vue l'investisseur rationnel va jamais investir là-dedans, mais quand on essaie de comprendre un peu le côté entrepreneurial, on va dire, de la chose, bah derrière c'est un peu logique, c'est-à-dire que l'entreprise elle essaie vraiment de faire croître son bénéfice, et derrière elle va ensuite, une fois que son chiffre d'affaires, elle va faire croître son chiffre d'affaires, et ensuite une fois qu'elle aura atteint, on va dire, le stade de croissance qu'elle voulait, bah elle va commencer à essayer d'être rentable, et c'est exactement ce qu'on a d'ailleurs, ce qu'on avait sur le cloud de Google, on a aussi ça sur le cloud de Alibaba, et sur Google on voit que bah, par exemple on était pas rentable ces derniers trimestres, enfin ces dernières années, mais par contre là on devient de plus en plus rentable parce que justement on a suffisamment, on va dire, fait de la croissance. Maintenant on essaye de dégager de la rentabilité. Donc voilà, donc c'est un peu comme ça que je vois les choses. En tout cas aujourd'hui le PFCF par rapport aux concurrents, donc aujourd'hui fin novembre, je sais pas quand est-ce que la vidéo elle sortira, je pense qu'elle sortira en décembre je pense. Bah, on voit qu'on est sur Qualys, on est passé à 24 fois le free cash flow, et à côté de ça on a Rapid7 qui est à 18 fois le free cash flow. Après moi j'irai pas du tout sur Rapid7 parce que je crois qu'ils sont vraiment, enfin ils font trop de stock, enfin ils font trop de dilution aux actionnaires, ils diluent trop les actionnaires, ils émettent trop d'actions, ils rémunèrent trop les dirigeants, etc. Donc voilà, donc j'irai pas du tout là-dessus. Qualys elle me semblait vraiment très pertinente, et elle reste en fait sous-évaluée par rapport quand on regarde les autres concurrents à côté. Donc franchement très belle boîte. Et puis voilà, moi personnellement je me suis pas positionné, je l'avais dit, parce qu'en fait le secteur me semble quand même très pas très familier, et du coup je pense que ceux qui sont, on va dire, dans l'informatique, dans tout ce qui est réseau, etc., tout ce qui est même cybersécurité ou même dev, etc. Vous comprendrez bien mieux que moi cette entreprise. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment pas pour moi. Donc voilà. Après, c'est quand même, ça reste quand même une très belle boîte. Et voilà. Ensuite, par rapport à la valorisation, par rapport au DCF, donc j'ai pratiquement rien changé. Au niveau du rendement souhaité, je crois qu'on était à peu près à 148 dans mon estimation la dernière fois. Là, on est à 141. On va les voir ensemble. Je crois que je l'ai juste là. Tac. Si je vais voir la valorisation qu'on a. Voilà, juste là, on était à 148 pour du 12% par an. Aujourd'hui, on est à 141. Voilà, donc de toute façon, la valorisation, ça bouge pas du jour au lendemain. La valeur intrinsèque d'une entreprise, ça va pas bouger du jour au lendemain. Là, j'ai juste fait une estimation. Enfin, c'est légèrement différent parce que le free cash flow a été moins élevé, ce qui fait que j'ai rééquilibré le free cash flow. Et donc voilà, donc j'ai fait donc un scénario pessimiste, pareil, à 5% par an, 7% par an, 9% par an, et on est sur une croissance, sur une valeur intrinsèque d'à peu près 140. Donc là, pour le coup, on est à peu près sur la valeur intrinsèque. Et sachant que mes estimations, moi, je les fais vraiment de manière très pessimiste. Même le scénario normal, je trouve qu'il est pas très optimiste. Il est vraiment même plus penchant pessimiste. Donc voilà. Et ensuite, par rapport justement, alors c'est vrai qu'on m'a beaucoup demandé ce tableau. J'ai reçu pas mal de messages sur LinkedIn sur finalement ce tableau-là. Est-ce que je pourrais le fournir, etc. Alors, il va y avoir une vidéo sur la marge de sécurité qui va arriver où j'explique comment finalement je procède pour la valeur intrinsèque. Après, on ne délivre pas le Excel qui nous permet, je dis nous parce qu'en fait on le délivre à nos membres dans l'académie Boursogramme, mais voilà, on le délivre pas pour l'instant gratuitement. Peut-être que ça se fera à l'avenir. En tout cas, pour l'instant, c'est quand même une grosse valeur ajoutée, donc on le délivre pas. Mais voilà, c'est de toute façon tout est expliqué dans la vidéo qui va sortir sur la marge de sécurité. J'explique vraiment comment je procède avec ce calcul du DCF, etc. Et tout sera expliqué. De toute façon, la vidéo va sortir bientôt, donc vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc aussi, je voulais vous montrer quelque chose par rapport. Donc là, c'est le fond justement de Oshognezi que j'ai utilisé tout à l'heure, donc pour les études, etc. Et en fait, lui, il a un fonds d'investissement qui, depuis 2000, là, donc c'est un fonds sur les small cap value. On voit qu'il fait, alors, il fait pas une performance exceptionnelle, et on va voir pourquoi justement. On est à 8% par an de performance, ce qui est assez faible finalement depuis 2004. Et même s'il surperforme son indice de très peu, c'est quand même assez faible. Et en fait, quand on regarde lui sa performance, on voit qu'il a, le détail de son fonds, on voit qu'il a 130 entreprises. Donc c'est énorme. Et en fait, ça c'est vraiment c'est vraiment impossible, quasiment impossible de surperformer le marché. Et lui, il arrive quand même à le faire avec 130 entreprises en portefeuille. Et c'est énorme, comme on l'avait vu. C'est ce que montrait Robert Hagstrom par rapport à la répartition des rendements, etc. Plus on a d'entreprises en portefeuille, plus ça va être très difficile de surperformer le marché. Et quand on regarde la performance brute, en fait, on est à peu près à 9,7 depuis le commencement, ce qui est en fait, il surperforme son indice en performance brute, évidemment, pas en net, il performe, mais très légèrement. Et donc, il arrive quand même à surperformer alors qu'il a 130 boîtes en portefeuille. Donc, dites-vous que vous êtes
largement avantagé par rapport à ça. Si vous avez, je sais pas, 10 boîtes en portefeuille, que vous sélectionnez vraiment que la crème de la crème, bah, vous pouvez vraiment surperformer pardon, le marché. Lui, il est obligé d'avoir, enfin, ils sont obligés d'avoir vraiment beaucoup de boîtes parce qu'ils ont des milliards à investir. Je crois qu'ils ont plus de 10 milliards d'actifs sous gestion, ce qui est vraiment énorme. Donc, ils sont obligés, en fait, dans leurs différents fonds, d'investir dans plein d'entreprises parce qu'ils reçoivent, en fait, ils collectent énormément de fonds. Donc voilà. Donc, enfin bref, j'avais expliqué ça d'ailleurs dans une vidéo aussi, mais voilà. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous le rappelle, hein, si vous souhaitez vous faire accompagner, bah, n'hésitez pas à réserver un appel. Si vous souhaitez vous faire accompagner justement dans la construction de votre portefeuille de small cap, de mid cap value, etc. Nous c'est vrai, on est vraiment très exposé sur notamment des small cap. Personnellement, je partage mon portefeuille dans l'académie et je vous montre qu'on est à peu près sur 60% de small cap et depuis le début de l'année là, je crois que je suis à 45% de performance sur mon portefeuille. Donc voilà, donc si vous souhaitez vous faire accompagner là-dessus à construire votre propre portefeuille de small cap, de mid cap et même de large cap, peu importe, d'ETF, etc. N'hésitez pas à réserver un appel, on prendra le temps d'évaluer votre situation et au pire des cas, vous repartirez avec énormément de valeur. Donc on fera un audit, etc. D'ailleurs, si vous souhaitez, si vous avez des questions sur l'accompagnement, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn. Moi, je réponds à tout le monde avec plaisir. Et puis voilà, donc en attendant, moi, je vous dis à la prochaine.